Eh bien, salut à vous tous, avec vous Tawfiq Bel-Ayachi. Nous allons faire notre deuxième leçon sur la boîte à merveilles. Ce sera les chapitres 1 et 2. Bon, alors pour le chapitre 1, tout d'abord, c'est l'incipit. Et à la fin du résumé des chapitres, nous allons faire une leçon sur l'incipit avec la situation d'énonciation et nous allons voir quelques repères parce que la boîte à merveilles c'est un long chapitre, donc je vais vous donner quelques repères. Par exemple, quel chapitre c'est l'été, quel chapitre c'est l'hiver, l'automne, bon, des choses comme ça pour vous aider à vous situer dans l'œuvre. Bon, alors nous avons bien sûr le personnage principal, c'est Mohammed, enfant de 6 ans, narrateur, solitaire, d'accord, donc il aime toujours être seul, étudiant à l'école coranique, le MSID. Sa famille d'origine, je lisais autre chose, d'origine montagnarde, mais vivant à Fès. C'est une famille qui est proche de Fès, mais qui a déménagé à Fès. Donc, bien sûr, comme on a dit, c'est la vraie vie de l'auteur, mais avec de petits changements. Donc, ces événements-là qui retracent les grandes lignes de la vie du personnage, ce sont des événements réels dans la vie réelle des personnages. Alors, sa mère s'appelle Zulida. C'est une femme émotive, d'accord, donc c'est-à-dire elle est sujette à des accès de colère, d'accord, elle est très facilement influençable, d'accord, irritable, donc presque enfantine, donc quelquefois elle se comporte comme un petit enfant, narratrice très douée. On va le voir lorsqu'elle rentre du hammam, il commence à raconter ce qui s'est passé et les femmes apprécient beaucoup la façon dont elle parle. Donc à la langue acérée, quelqu'un qui a la langue acérée, c'est quelqu'un qui blesse les gens avec ses paroles. Donc on va le voir seulement dans ce premier chapitre lors de la dispute avec Rahma qu'on va connaître sous peu. Donc lorsqu'elle se dispute, donc elle a la acère, normalement on le dit d'un couteau pour couper. Donc le père, Ma'allim Abdeslam, gentil, peu bavard, il n'aime pas parler beaucoup, ne se laisse pas prendre au petit piège ou bien au petit jeu de sa femme. Donc on va le voir dans un chapitre, elle commence à, pour l'amener à lui acheter une lampe à pétrole, d'accord, elle commence à faire un peu de cinéma, mais le mari n'est pas dupe, donc il comprend que la femme essaye indirectement de le pousser à acheter. Le lendemain, il achète une lampe à pétrole, d'accord, c'est-à-dire il lui montre je ne suis pas tombé dans ton piège, mais malgré cela, le lendemain, il envoie, donc c'est un tisserand, d'accord, il travaille dans le tissage des djellabas. Bon, la voyante, la chouafa, comme c'est dit dans le texte, Tante Kenza, habitant le rez-de-chaussée. La chaussée, normalement, c'est le trottoir. Donc le rez-de-chaussée, quelqu'un qui se trouve au niveau du trottoir. C'est la maison qui est sous le premier étage, parce que le premier étage, c'est la deuxième maison en haut. Appelé, oui, donc adepte de la confrérie des Gnawa. La Zawiya, confrérie. Donc, c'est une adepte, c'est-à-dire elle appartient à cette Zawiya. Elle a une grande réputation, c'est-à-dire c'est une femme très célèbre, on la connaît partout à Fès, mais est elle-même sujette à des maladies imaginaires lors des saisons mortes. Alors regardez, cette femme, elle guérit les gens avec ses devineries, d'accord? Bien, un voyant l'appelle aussi un devin, parce qu'il devine des choses. Bon, alors maintenant, cette femme, elle tombe elle aussi malade. Mais quand tombe-t-elle malade? Elle ne tombe pas malade lorsqu'il y a du travail. Les saisons mortes, c'est les saisons où il n'y a plus de travail. Lorsqu'elle n'a plus de travail, c'est elle-même qui tombe malade et qui commence à se soigner elle-même. Donc, Rahma, femme de Driss Laouad,
habitons au premier et cherchons parfois la provocation. Provoquer quelqu'un, c'est chercher à se battre avec lui, d'accord? Chercher à se disputer avec lui. Bon, on va voir, on l'a déjà dit, je crois, dans la première partie, elle a provoqué la Zoubida, elles se sont disputées, on l'a dit lors d'un examen, je crois, c'était un extrait sur un examen. Driss Al-Awad, mari de Rahma, vendeur de charrues. Les charrues, c'était pour labourer la terre dans le passé, d'accord? Avec un âne ou bien un mulet, d'accord? Une pièce en bois et une pièce en fer qui creuse la terre, d'accord? Qui sillonne la terre, on l'appelle une charrue. C'est un fabricant de charrues, cet homme. Zineb, c'est leur fille, elle a 7 ans. Elle est âgée de elle a une année de plus que Sidi Mohamed. Et enfin, le Fki, originaire de la rue JF. Donc le narrateur identifie le bruit à l'enfer. Donc cette rue JF, il nous dit, elle a un bruit et des odeurs et d'enfer. Bien, alors nous sommes toujours dans le chapitre 1, les lieux. On a Dar Chouefa. Alors, Dar Chouefa, on peut la tracer comme ça. D'accord? Donc, on peut la tracer comme ça. Donc, ici habite la Chouefa. Ici, Driss Al-Awad, Rahma, sa femme, et Zine. Ici, cet étage, le deuxième, donc le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième. Au deuxième, donc la famille de Sidi Mohamed. Sidi Mou. Donc la famille de Sidi Mohamed habite une chambre et l'autre chambre est habitée par les deux personnages qu'on a vus à la fin, d'accord? Fatma al-Bziouia et Allah le jardinier. Fatma plus Allah. Bon, maintenant, oui, c'est expliqué ici, bien sûr. Au premier, Driss Al-Awad, donc le rez-de-chaussée, c'est la Chouafa. Au premier, c'est Driss Al-Awad, Rahma et leur fille Zineb. Au deuxième, c'est A, famille du narrateur, et B, Allah le jardinier et sa femme Fatma Bziouia. Bien, donc l'école coranique, 6 à la porte d'Erb Nouela. Le bain mort identifié à l'enfer. L'enfer, c'est le contraire du paradis. On dit aussi en français un mot qui n'est pas très utilisé, la Jehen. C'est un mot qui a une origine sûrement arabe. La Jehen. Donc, nous avons maintenant identifié, bien sûr, oubliez-les, identifié à l'enfer, détesté par le narrateur, il ne l'aimait pas, aussi bien que pour l'auteur. Il nous dit jusqu'à présent, je n'aime pas aller au hammam. Donc il s'est arrêté depuis l'enfance d'y aller. Lieu de commérage. Les commérages sont les racontards des femmes surtout, d'accord? Donc dans les hammams, elles commencent à raconter des histoires. Donc dans le passé, les femmes étaient très bavardes. Aujourd'hui, elles le sont beaucoup moins. Pourquoi? Donc, dans le passé, il n'y avait pas de télévision. Donc, c'était vers 1900. C'est écrit. Il est né en 1914. Il avait 6 ans. C'était vers 1920. D'accord? Donc, en ce moment-là, pas de télévision, pas de radio, pas de journaux. Donc, les femmes, qu'est-ce qu'elles avaient pour s'occuper? Elles avaient leurs voisines. Se rencontraient toujours, racontaient beaucoup d'histoires. Et le hammam, c'était le centre d'information, si vous voulez. Alors, les femmes, elles vivent dans une rue. Alors,
elle se raconte ce qui se passe dans ces rues. Mais pour le hammam, c'est un lieu où les femmes viennent de beaucoup de rues. Donc, et chacune raconte ce qui s'est passé dans sa rue. Donc lorsque une femme est au hammam et qu'elle rentre à sa maison, les autres femmes sont avides de ce qu'elle va leur raconter. C'est la télévision, le journal de ce temps-là. Alors, pour les thèmes, alors regardez, je vous ai préparé, bon, pour les résumés précédents, c'était des résumés que je tirais d'internet, je changeais un peu la formulation, d'accord? Donc, pour ne pas avoir à écrire des résumés. Mais ici, le roman est très long, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai présenté ici les idées, pas pêle-mêle, mais dans l'ordre. Donc, je lis par exemple la première page. J'y trouve une idée, donc je vous écris cette idée. La moitié de la deuxième page, c'est cette idée-là, je l'écris. La deuxième moitié de la deuxième page, c'est cette idée-là, je l'écris. Donc vous voyez, ici, vous avez l'ordre chronologique des événements, il est respecté. Donc si vous avez par exemple un texte qui vous parle de ça, pour situer le passage, voilà les événements qui se sont passés avant, alors vous choisissez l'événement convenable parmi ces trois. Bon, alors, excusez-moi parce que je ne vois pas très bien cette écriture, alors je lis très lentement, je m'en excuse. Donc, le narrateur adulte parle de sa solitude qui ne date pas d'hier. Donc, on va faire l'étude de cette première partie, d'accord? Il nous dit, ma solitude ne date pas. Il utilise le présent pour montrer, c'est le présent d'énonciation, comme on a expliqué avant, pour montrer que c'est Ahmed Sfraoui qui est en train de parler. C'est le narrateur adulte. Donc il nous dit, la solitude ne date pas d'hier. Le narrateur enfant évoque la chouafa. Donc, pendant 2 paragraphes, bien 3, c'est le narrateur. Il voit un enfant de 6 ans, d'accord, il se dédouble. Et ce dédoublement, il nous montre qu'il va parler de 2 personnages distincts. Ahmed Sfraoui nous dit, je vois un enfant qui veut attraper un moineau, d'accord. Alors cet enfant, c'est lui-même, d'accord. Donc, il le voit peut-être dans une photo, peut-être dans sa mémoire. Mais il nous dit à un certain moment, il me reste cet album pour égayer ma solitude. Donc, alors sûrement c'était dans une photo. Et il commence à raconter. Beaucoup d'auteurs qui ont écrit des autobiographies se basent sur des photos. Ils prennent des photos et c'est la photo qui est, si vous voulez, le déclencheur des souvenirs. Il voit la photo, il se rappelle ce qui s'est passé, il commence à raconter. Bien, alors après ça il évoque, il dit, nous habitions Dar Chouafa. C'est maintenant le narrateur enfant qui commence à raconter, on passe à l'imparfait. Bien, on a vu pour Dar Chouafa quels sont les habitants, c'est déjà expliqué, et dans cette partie il nous parle il nous parle des sentiments que lui causaient ses activités. Les gnawa, d'accord, la présence supposée des djinns et tout, donc ça effrayait un petit peu le narrateur. Description d'Ar Chouafa, il va nous dire ici qui habitait, c'est déjà expliqué dans la première partie, qui habitait au rez-de-chaussée, qui habitait au premier, ainsi, d'accord. Ce que fait cette femme lors des saisons mortes. D'accord. Donc, alors, remémoration bien et souvenir, où se mêlent certitude et doute. Oui, beaucoup d'écrivains des autobiographes, c'est-à-dire des écrivains d'autobiographie, nous parlent de leurs doutes sur la véracité des souvenirs pour être franc, pour être quelqu'un de sincère. Ils nous disent, je me rappelle très bien les souvenirs, mais j'ai des points noirs. Donc lui aussi nous dit, j'ai des certitudes, mais j'ai aussi des doutes.
impact des récits fantastiques d'Abdallah l'épicier. On va le voir dans un autre chapitre, c'est Abdallah l'épicier. C'est un personnage symbolique, c'est un personnage fictif. Il n'a pas le portrait d'un vrai personnage, on va le voir dans un autre chapitre, chapitre 5, je crois, oui. Donc, sur le narrateur. Cet homme, il raconte beaucoup de contes. D'accord ? Alors, il a de l'impact sur le narrateur. D'ailleurs, le narrateur, dans toute l'œuvre, il est très influencé par les récits que raconte Abdallah l'épicier et les femmes. Sa mère, Thomas, Rahma, d'accord, donc toutes les femmes racontent des histoires et lui il aime beaucoup ces récits et c'est pour ça qu'il a été influencé et qu'il est devenu écrivain. D'ailleurs la boîte à merveilles, d'après le nom, c'est un nom de conte, d'accord, parce que en arabe nous avons un conte qui s'appelle le coffret des miracles. Quand lui, il a appelé la boîte, le coffret des merveilles, je m'excuse. Le coffret des merveilles, lui, il a appelé la boîte à merveilles. Rêve de paradis. Il nous dit, je veux aller au paradis, mais je ne peux y aller que si je meurs. Et je ne peux pas me suicider. Puisque je ne peux pas me suicider, je dois attendre. D'accord ? Donc, pour lui, si c'était possible de se suicider, peut-être qu'il songerait à se suicider pour aller directement au paradis. Donc, il parle de l'école coranique et du fiqh, d'accord, originaire de Rugiev, associé à l'enfer, on a déjà expliqué ça. Donc, avec en pensant à l'enfer, il nous dit qu'une autre place, donc lui rappelle aussi l'enfer. Cette autre place, c'est le bain mort, c'est le hammam. Le mot mort signifie arabe. D'accord ? Les arabes étaient appelés dans le passé les morts. Bien, alors féliciter des jours heureux où l'enfant n'accompagne pas sa mère au hammam. Le narrateur s'abandonne à ses jeux et surtout à sa boîte à merveilles, d'accord, qui n'a de valeur que pour lui. Donc les autres ne comprennent pas l'importance de sa boîte à merveilles. Dans sa boîte à merveilles, il y a un clou, un bouton de chemise, un cadenas, des objets très ordinaires. Mais pour lui, ces objets se transforment en personnages de conte. La boîte devient un vieux château, le clou par exemple devient, je ne sais pas, un prince. Le lendemain du bain mort, donc sa mère l'emmenait au hammam, mais quelquefois elle le laissait, et lorsqu'elle le laissait, il était très content, il jouait ou bien il prenait sa boîte à merveille. Et il nous raconte maintenant le lendemain du bain mort, narration, je m'excuse, c'est la mère qui raconte et dramatise des faits racontés au hammam par d'autres femmes. D'accord ? Dramatise et joue comme au théâtre. D'accord ? Elle imite les femmes, elle montre comment elles parlent, comment elles marchent, d'accord ? Elle raconte. Lundi, jour de lessive de la mère de la Zoubida, d'accord ? Donc, qui est concurrencée par Rahma. Rahma vient pour lui prendre son tour de rôle. D'accord ? Bien sûr, cela aboutit à une dispute. Et le soir, le père rentre. C'est le texte qu'on a vu, le texte sur le normalisé qu'on a vu il y a quelques jours, c'était sur ça. Le père est rentré, Rahma commence à lui raconter à voix haute, lui raconter ce qui s'est passé, cette dispute avec Rahma. Alors Rahma lui parle de la fenêtre et les deux femmes ont
une deuxième mi-temps, si vous voulez, de leur dispute. Elles se sont disputées au matin et maintenant le soir, elles reprennent leur dispute. Et cette fois-ci, c'est à partir des fenêtres. Chacun insulte l'autre à partir des fenêtres. Bien, donc, je voulais vous faire les deux chapitres, mais je crois que je vais m'arrêter à ce chapitre parce que l'écriture n'est pas très visible pour moi. Vous me voyez d'ailleurs hésiter et tout. Donc, je m'arrête aujourd'hui au chapitre 1. Et la séance prochaine, on va faire d'autres chapitres.